Dans ce carnage, avec des véhicules en flammes, Annie Akana, la jeune dame à l'image, et son bébé d'1 an et 2 mois, qui était à bord de l'une des voitures, ont été sauvés in extremis par les riverains, arrivés en rescousse, transportés en urgence dans une clinique à Baganté, non loin du lieu de l'accident. Le pronostic vital des 2 victimes n'est pas engagé pour l'heure. Laisse-moi ressentir comment la voiture était en train de... Je sais pas. Il y a un truc qui voulait cogner notre voiture. Vous êtes tombé dans la voiture? Il y avait ma belle-sœur, la femme de mon beau-frère. Mon beau-frère, ma belle-mère, moi et l'enfant, nous étions 6. Vous sortez d'où? Bafoussam. Pour quelle destination? Yaoundé. Ce matin, nous avons justement reçu une maman et son enfant victimes d'un accident de la voie publique non loin de notre hôpital. Et la maman est arrivée dans un état, je peux dire, semi-comateux parce qu'elle était inconsciente, mais après quelques 10 à 15 minutes de réanimation et tous les soins qu'on lui a prodigués, comme vous l'avez constaté, elle a pris conscience et puis elle peut s'exprimer. Elle a même pu dire ce qui s'est réellement passé. Et son bébé également, sa vie est hors de danger. Vous avez vu le bébé. Donc maintenant, nous attendons qu'elle puisse passer d'autres examens pour s'assurer qu'elle ne développe pas une hémorragie interne. Bon, le bébé n'a pas de problème. Après un examen pédiatrique, le bébé ne pose aucun problème de santé. Parce que pas de lésions, c'est des simples égratignures, bon, sinon tout est sous contrôle. Et si la chance a été du côté des 2 miraculés, Annie Akana et son bout de chaud, tel n'est malheureusement pas le cas pour les 4 autres occupants de la RAV4 qui ont été retirés morts calcinés aux premières heures de ce mercredi 15 septembre 2021 au village Tchondim, à vol d'oiseaux de Baganté, dans le département d'Undé. Ici, au point qu'aux alentours de 5h30, 6h30, nous avons suivi un éclatement de roue. Bon, ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé la voiture en feu, le camion et la RAV4 qu'on voyait derrière nous. Il se voit qu'il y avait 6 personnes à l'intérieur. Il y avait le chauffeur, il y avait 2 personnes, il y avait une grasse maman. Il y avait une mince fille avec un bébé de 6 mois. Nous avons essayé de sauver la maman, la fille qui était mince, la jeune fille avec le bébé. Voilà les 2 qu'ils ont pu sauver. Puisque la RAV était pliée, donc la race femme ne pouvait pas sortir, parce que d'autant plus ils étaient déjà morts. Il y avait 2 jours qui étaient coincés au niveau du camion. Comme vous voyez la RAV pliée là, donc les 2 hommes ne pouvaient pas le voir. Donc ils ont eu à sauver la mince fille et le bébé. La race était là, elle criait, bon, d'autant plus on ne pouvait pas la sauver, vu l'état de la petite voiture. Donc les gars ont pris le sable, ils ont essayé d'éteindre le feu, bon, ils n'ont pas pu. Donc c'est ce matin arrivé qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de gens comme le pensait. Donc, il y a eu combien de morts? Pour le moment, on peut dire qu'il y a 3 morts. Pour le moment, non, pour le moment, nous ne voyons que 3 crânes. Bon, c'est si après on soulève la voiture, peut-être on peut voir même 4 ou 5. On ne sait pas s'il y a même encore les bébés tout petits dedans. Mais c'est en soulevant la voiture bien après, quand les flammes vont s'éteindre, on peut vous déterminer exactement le nombre de personnes. Après le drame, le chauffeur du camion Ben et son motorboy ont pris la poudre d'escampette. Rappelons qu'à la veille de ce drame, sur ce même axe routier, un autre accident de la circulation a coûté la vie à une femme, la soixantaine dépassée, et le chauffeur incriminé avait pris le large, d'où la colère des populations qui réclament des dos d'âne sur ce tronçon, décidément accidentogène. Effroyable. Une scène de crime décorée par des images sabres. La position des corps témoigne de la douleur infligée à Aïssa Tou et son bébé de 10 mois. Le spectre de la mort était sans pitié dans la nuit du 11 au 12 septembre dernier. Clément n'en revient pas, lui qui avait pourtant parlé à sa sœur adoptive moins de 24 heures avant la tragédie. Pour le mieux. Et vendredi, je l'ai appelée le soir. Et le soir, quand je l'ai appelée vendredi, elle allait très bien. Samedi matin, je l'appelle aussi. Elle me dit ça va pour le mieux. Je recontacte à 21 h de samedi, on discute ensemble. Je sors à une soirée
Et quand je reviens de la soirée, je regarde mon WhatsApp, je vois qu'elle a été connectée vers 3h45. Et je la rappelle dimanche matin vers 11h, pas de nouvelles. Le téléphone sonne normalement, mais personne ne répond. Interné dans un centre de santé de la place, le conjoint de la défunte a lui aussi tenté de rentrer en contact avec sa dulcinée, mais sans succès. C'est comme si on s'est relayé. Parce qu'au moment où moi j'entre à l'hôpital, ce jour-là qu'elle est sortie, on causait plus dans WhatsApp. Dimanche, on n'avait pas conversé tout simplement parce que, n'ayant pas mon chargeur avec moi, le reste, je ne suis pas au courant jusqu'au point où mon grand frère l'aîné vient me chercher à l'hôpital. C'est arrivé à la maison que le tonnerre s'abat sur moi. C'est lui, le grand frère, qui dit avoir été alerté par son cadet du silence de sa femme. Descendu sur les lieux aux environs de 22 h, la scène est surprenante, aucun signe de violence, tant sur le corps que sur les portes. On ne sait pas qui soupçonner, parce que les deux portes étaient hermétiquement fermées. La porte ne s'ouvre pas, c'est devant. Donc, celle de derrière, c'est là où tout le monde passe. Donc la clé, si vous voyez vous-même, la clé y est toujours. Quand on regarde même le corps, on ne voit pas de traces de violence, on ne sait pas. Comment peut-elle se suicider, hein? Elle m'avait promis même déjà normalement en sortant de l'hôpital, dès lundi elle devait aller au village. Et voilà que lundi matin, Aïssatou et Noé ne sont plus. D'une manière très étrange. Qui aurait pu commettre un tel crime? Mais qui se serait introduit dans cette maison si ce n'est un proche? L'enquête et l'autopsie exposeront le suspect. Lorsque nous quittions les lieux, l'on a appris que c'est le 3e cas de décès dans cette famille, fidèle d'une église de réveil. Dans son premier ménage, Hector a perdu 2 de ses enfants il y a quelques années. Une mort suspense qui aurait suscité la fuite de la femme légitime. Des maisons et concessions d'habitation des quartiers de Douala Nord noyés par les eaux de pluie. Des rues et artères de plusieurs quartiers de Douala également prises d'assaut par les eaux de dame pluie. Des inondations dues aux précipitations de la nuit et du petit matin de ce jeudi. On a été surpris par la montée. Mais je pense que c'est la marée haute. Donc c'est la marée haute qui a entraîné. Une montée des eaux qui a pour conséquence le ralentissement de la mobilité des hommes et de leurs biens. Plusieurs habitants de Douala Nord ont même été bloqués par ces inondations. Vraiment, nous dépasse. Chaque fois, tous les semaines, tous les années, on a nous sommes dépassés. Quand nous voyons les machines ici tous les jours. Regardez la situation sur laquelle on vit. Voilà l'eau. On n'arrive pas à traverser. Or, il y a l'argent dans le pays. On n'arrive pas à construire même la route. D'autres, à défaut de se mouvoir, ont été contraints de rebrousser chemin, contactant au passage les différents chefs d'entreprise par téléphone. Moi, je me rends à Aquano, le bensiquineur qui nous a emprunté a pris cette route, mais malheureusement, comme vous-même vous constatez, il est impossible pour nous de passer. Donc j'appelais mon chef pour lui signifier que je ne pourrais pas arriver, car la route est totalement bloquée. Oui, donc il est impossible pour moi de traverser. Je l'ai eu au téléphone et il m'a compris. Donc c'est une situation indépendante de notre volonté. Pour les plus téméraires, il fallait se déchausser, être porté sur le dos ou dans un porte-tout, avec l'espoir de rallier sa destination finale au risque d'être noyé par les eaux. Ce matin ici, qui était depuis la boulangerie, pour me rendre à Bonamoussadi. Arrivé au nouveau pont génie militaire, on a trouvé un embouteillage de feu. Les 2 ponts étaient pratiquement inondés. Après un détour, par Bépanda, nous sommes arrivés à Tonnerre. De Tonnerre, le taximan nous a laissé. Les motos en ce moment demandaient 500 francs pour traverser. Pour traverser le fleuve. C'est pas de ça, c'est un fleuve. Ça, c'est un fleuve arragé. Malgré ça, j'ai bravé ce fleuve. Les chaussures à la main et les pieds nus. Nus. Complètement nus. La marée n'a pas de prénom. On dirait une pluie de 2 mois.
Certains usagers de la route ne manquent pas de relativiser. La saison des pluies rime avec inondation à Douala. Depuis des années, Douala est toujours inondée. À chaque fois qu'il y a de grandes pluies, il y a des quartiers qui sont débordés, les maisons inondées. Donc. Ce jeudi matin encore, les populations de Douala Nord se sont réveillées les pieds dans l'eau avec plusieurs dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Des inondations après le passage d'un pluie, une tradition à Douala en saison des pluies. La foi, exemple de lutte contre le terrorisme et modèle de partenariat international, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest produit ses premiers résultats. Pour le compte des 12 derniers mois, ils sont positifs et visibles sur 3 volets prioritaires. D'abord, la promotion de la cohésion sociale. De nombreuses initiatives ont été menées sur ce plan pour apaiser et faciliter l'exécution du plan présidentiel et sa vulgarisation. Cette campagne de sensibilisation s'est faite à travers la communication par voie de radio locale, en dialectes locaux et influenceurs de terrain. Ensuite, la réhabilitation des infrastructures essentielles. En accord avec la coordination nationale, l'OBNUD a décidé de la reconstruction des projets de certains patrimoines religieux, scolaires et sanitaires impactés pour un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Enfin, la revitalisation de l'économie sociale. Ici, les actions portent sur le ciblage des potentiels bénéficiaires en vue de la mise à disposition des appuis. À signaler également, le PPRD a pu obtenir un financement de la part du gouvernement japonais de près d'1,5 milliard de francs CFA pour la réhabilitation de 9 centres de santé et de 11 systèmes d'adduction d'eau dans le département du Fako. Infrastructures essentielles, la réhabilitation des écoles, des centres de santé, des routes et ponts et des systèmes d'adduction d'eau, favoriser la relance des activités génératrices de revenus, le soutien aux coopératives agricoles, l'appui aux caisses communautaires d'épargne, la réhabilitation des infrastructures productives. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun connaissent depuis 2016 une crise qui a occasionné la destruction de plusieurs centres de santé, des établissements scolaires et plusieurs administrations publiques et privées. Une situation préoccupante pour le mendiant de la paix qu'est le garant des institutions de la République du Cameroun. C'est à ce titre que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, met sur pied le comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comité rendu ce 16 septembre 2021 à sa 3e session qui s'est déroulée à l'auditorium du Premier ministère sous la présidence du directeur du cabinet du Premier ministre, par ailleurs président du comité de pilotage du dit comité. 3 points à l'ordre du jour: la présentation et la validation du rapport d'activité 2020-2021, l'examen et l'adoption du plan d'action 2021-2022 et la présentation de l'évolution de la situation socio-économique dans les dites régions. Le plan présidentiel, dans sa phase de relèvement, est un programme d'espoir, est un programme qui est focalisé sur la vie humaine, qui est focalisé, qui a toute son attention sur les conditions de vie des ménages. Depuis la naissance de ce plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plusieurs résultats liés à la promotion de la cohésion sociale, la réhabilitation des infrastructures essentielles et de l'économie locale sont revus. Mais une baisse considérable a été remarquée en 2019. Mais depuis 2020, on note une évolution louable. L'année 2019 a été l'année la plus difficile de la crise. Tous les indicateurs sont partis à la baisse. Après 2020, dès 2020, nous notons une reprise à la hausse, dont la courbe est un peu en nu, sauf peut-être dans un secteur particulier. En société, l'éducation et la santé, qui étaient en baisse en 2019, connaissent une amélioration considérable. La baisse donc était très considérable en 2019. Mais nous notons également que dès 2020, la pente commence à monter et nous avons aussitôt 427 000 élèves en classe dans l'année 2020-2021. Nous constatons un regain d'activité socio-économique dans les 2 régions dès 2020 et nous sommes sûrs que cela va se consolider davantage en
2021. Pour les jours à venir, l'accent sera mis sur la cohésion sociale, infrastructurelle et économique pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest unies, solides et attachées aux idéaux du pays de paix et hospitalier qu'est le Cameroun. Des populations au regard hagard, impuissants face à la colère des eaux. Celles-ci, sorties de leur lit, à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur Douala, a entraîné la rupture de ce pont, ouvrage construit en matériaux provisoires pour relier les deux principaux pôles du quartier Makepe-Misoke. On s'est réveillé à 3 heures que l'eau avait déjà envahi partout. Le pont cassé était déjà parti. Le pont est parti à 3h30 du matin. Et on est là, on n'a pas le pont. L'eau est partie à plus de 3 mètres d'hauteur, voire même 4 mètres sur certains endroits. Pris au piège de la cassure de ce pont, les riverains de Makepe-Misoke se sont retrouvés coincés et n'ont pu se mouvoir pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Même les élèves en ont payé le lourd tribut. Les 2 écoles situées de part et d'autre de cette infrastructure sont restées fermées. Regardez la population devant vous et regardez un pont avec les écoles de toit à travers. Les élèves n'ont pas fréquenté aujourd'hui. Ils commencent comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont encore aller à l'école parce que le pont est coupé. Cette pression des eaux n'a pas que causé la destruction du pont baptisé pont cassé. Elle a aussi entraîné la chute des véhicules qui circulaient sur la voie publique au lieu dit Makepe-Bokom. Au niveau du pont, l'eau m'a bloqué aux environs de 5 heures. Oui, 5 heures. Et il y a même une femme enceinte qui... il y a une femme enceinte qui est tombée même là. C'est un sous-marin, c'est un maître nageur là qui l'a fait sortir là-bas. Aux environs de 5 heures là, quand c'était grave, l'eau était même ici au niveau. Donc présentement quand on parle là, la personne est encore en train de patienter là-bas pour que l'eau baisse un peu, pour qu'on retire la voiture. Remontés, les riverains pointent un doigt accusateur sur les autorités qui, selon elles, ont abandonné leur mission régalienne, celle d'assurer la construction d'un minimum d'infrastructures d'assainissement urbain. Lors de la dernière pluie de l'inondation, le pont a été endommagé et nous avons fait appel aux autorités pour la maintenance, pour remonter le pont. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait signe. Est-ce que ceux qui nous gouvernent ont encore le cœur que moi j'ai, que tu as? Je vous dirais non, ils n'ont plus de cœur. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'en 2021, voilà ce que nous vivons. Que deviendront nos enfants? Non, que deviendront mes petits frères qui me suivent derrière, s'il vous plaît? Si rien n'est fait pour remédier à la situation et construire des ponts en matériaux définitifs, les habitants de Makepe-Misoke annoncent se manifester devant les locaux de la mairie de Douala 5e pour faire entendre leur cause. C'est une psychose sans précédent que vivent les populations de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Après le ghost town imposé par les combattants séparatistes, les habitants de Maïfort se sont réveillés ce matin au rythme des coups de feu entre les éléments des forces de sécurité nationale et les troupes séparatistes. La circulation est bloquée de part et d'autre de la ville et les populations sont contraintes de faire le trajet à pied. Cette situation de ville morte intervient quelques jours seulement après que le corps sans vie d'un veilleur de nuit a été découvert dans une mare de sang. Ce dernier avait été kidnappé par des hommes armés non identifiés il y a un peu plus de 3 semaines. Les cercueils disposés le long des carrefours par les groupes séparatistes viennent renforcer le sentiment de peur et d'angoisse des populations. En Manfé, dans la région du Sud-Ouest, le mot d'ordre de ville morte tarde à prendre ou est simplement sans objet. Ici, les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. La situation sanitaire dans notre pays reste et demeure un fait d'une grande importance. L'accession des soins aux plus vulnérables, permettre à toutes les couches de la société de bénéficier des soins de qualité et de choix à moindre coût. Le gouvernement du Cameroun, avec ses partenaires techniques et financiers, ont pensé à une accessibilité plus simple et favorable à tous. La couverture santé universelle, qui consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût
n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Il y a un comité de suivi et d'évaluation qui a été mis en place, un comité mixte paritaire. Et donc c'est ce comité mixte paritaire qui a voulu voir jusqu'à quel niveau est rendue la SUCAM dans le cadre de la préparation de la mise en place de la CSU. Et donc nous venons aujourd'hui de voir qu'il y a quand même un fort déploiement des équipements, de la logistique, pouvant permettre déjà les débuts, n'est-ce pas, d'un enrôlement dans les prochains jours dès que le gouvernement aura jugé nécessaire. La cérémonie de ce jour, pour précision, est de présenter le matériel de pointe déjà disponible et qui n'attend que le quitus du gouvernement pour le lancement du dit projet. Nous avons vu le matériel roulant qui devait pouvoir permettre d'aller dans les villages. Nous avons vu des équipements mobiles qui devraient aller permettre aux agents SUCAM d'aller dans les ménages, dans les localités pour pouvoir enrôler les populations sur place. Et donc nous pensons que nous sommes en train de monter en capacité dans le cadre de la mise en place de cet important projet de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. La couverture santé universelle est un projet important pour le gouvernement du Cameroun, car elle permettra à toutes les populations d'accéder aux soins et services de santé essentiels de qualité partout et quand elles le souhaitent vivre. C'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la filière porcine, particulièrement ceux exerçant dans la région de l'Ouest Cameroun. L'interdiction de circulation, de transport et de commercialisation des porcs et des sous-produits porcins en raison de la survenue de la peste porcine africaine vient d'être levée par arrêté du gouverneur de la région de l'Ouest. Une sortie d'Awa Fonka Augustine qui arrive à point nommé au moment où éleveurs et commerçants, bref, l'ensemble des hommes et femmes de l'interprofession porcine de la région des Grassfields croupissaient dans le désespoir et où certains menaçaient de changer d'activité. Dans cet arrêté du gouverneur, signé le 14 septembre 2021, le patron de l'Ouest définit clairement les nouvelles orientations pour ce qui est des déplacements des porcs et des sous-produits porcins d'un département à un autre à l'intérieur de la région de l'Ouest. Les déplacements sont subordonnés à l'obtention d'un certificat et ou laissez-passer sanitaire vétérinaire, d'un certificat de développement et d'un certificat de désinfection du véhicule, signé du délégué départemental de l'élevage, des pêches et des industries animales, territorialement compétent de la région de l'Ouest à une autre. Les déplacements sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation spéciale de transport, d'un certificat et ou laissez-passer sanitaire vétérinaire, signé du délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales de l'Ouest, auxquels sont annexés les certificats de désinfection et de développement. La collecte des porcs et des sous-produits porcins par le même véhicule de ferme à ferme est interdite. Le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, est au Cameroun depuis cet après-midi. Son jet privé a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, accueilli par son 4e vice-président, le Camerounais Seydou Mbombo Djoya. Patrice Motsepe, selon le communiqué du chef de cabinet du secrétaire général de la Confédération africaine de football, sera reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est par une note signée hier soir que la CAF a informé le président du COCAN, le ministre camerounais des Sports, de cette visite dont l'objet reste encore méconnu jusqu'à présent. Nos équipes s'activent. Du côté de la présidence de la République a essayé d'avoir tous les éléments relatifs à la présence au Cameroun du président de la Confédération africaine de football.